Ma belle-mère est arrivée accompagnée de 3 avocats de renom pour me retirer la maison de mon défunt mari, tandis que moi, je n'avais qu'une simple chemise cartonnée sous le bras. Elle pensait connaître mes chances de réussite. Mais elle n'avait jamais pris la peine de se demander ce que je faisais dans la vie. Avant de devenir l'épouse de son fils, elle m'a brusquement poussé contre le mur de marbre du tribunal à 8h47 précise. Je tiens à être exact sur l'heure car la précision est une habitude que j'ai forgée durant 26 ans, et aussi parce que chaque minute comptait puisque les portes de la salle d'audience n'ouvraient qu'à 9h. Ce qui signifiait qu'il restait 11 minutes dans ce couloir désert où Evelyne de Beaumont pensait bénéficier d'une totale intimité. Ses bagues serties de diamants s'enfonçaient dans mon épaule et son visage n'était qu'à 15 cm du mien. Elle portait un tailleur Chanel qui coûtait plus cher que le crédit immobilier mensuel de la plupart des gens. Elle affichait cette fureur calculée propre aux femmes qui ont passé 68 ans à obtenir tout ce qu'elles voulaient en rendant toute alternative insupportable. Tu n'es qu'une parasite opportuniste. A-t-elle sifflé? François n'avait plus toute sa tête, abruti par ses médicaments, quand il a signé cet acte de propriété, et aujourd'hui, je vais le récupérer. Je l'ai regardé droit dans les yeux, je n'ai pas vacillé, je n'ai pas scié. J'ai senti quelque chose se stabiliser dans ma poitrine, un poids familier, comme le clic d'un cran de sûreté que l'on engage, et je l'ai reconnu immédiatement car c'était un sentiment ancien qui m'appartenait, un calme glacial que je n'avais pas eu besoin d'invoquer depuis 5 ans. Ce même calme que j'avais découvert pour la première fois dans un tribunal militaire à Sarajevo quand j'avais 31 ans, alors que l'avocat de la défense en face de moi avait 2 fois mon expérience et un client protégé par 3 gouvernements, mais j'avais les preuves, la loi et la patience d'attendre le bon moment, et j'avais toujours ces 3 atouts en main. Son avocat principal s'est matérialisé à ses côtés, il s'appelait Maître Vandal. Il s'était présenté dans le hall avec l'assurance d'un homme qui n'a jamais perdu un procès civil et qui considère cela comme un trait de caractère plutôt que comme un coup de chance. Il avait ce genre de sourire conçu pour vous faire comprendre qu'il vous jugeait insignifiante. Madame Lefebvre, a-t-il dit d'une voix suave avec cette chaleur artificielle des hommes qui facturent 800 € de l'heure. Vous n'êtes pas représenté, vous n'avez ni les fonds ni le pédigré pour contester la demande de la famille de Beaumont, signez cet accord transactionnel. Repartez avec votre dignité et nous pourrons tous être chez nous. Pour le déjeuner, ma fille Léa était derrière moi, sa main sur mon bras, ses yeux rougis par 2 semaines d'insomnie. Maman, a-t-elle murmuré, s'il te plaît, il n'est pas trop tard pour un arrangement? Nous n'avons pas besoin de subir ça. Les portes de la salle d'audience se sont ouvertes, j'ai regardé Evelyne, puis Vandal, puis ma fille, et j'ai dit simplement, entrons. Avant de vous raconter ce qui s'est passé dans cette salle, je dois vous dire qui je suis. Car Evelyne de Beaumont n'avait jamais posé la question. En 9 ans de mariage avec son fils, elle n'avait jamais pris la peine de dresser le portrait complet de la femme qu'il avait épousée, et s'est oublié la raison exacte pour laquelle la matinée a pris cette tournure. Je m'appelle Marguerite Lefebvre, j'ai 61 ans, j'étais, jusqu'à ma retraite il y a 5 ans, colonel au sein de la direction des affaires juridiques du ministère des Armées. J'ai passé 26 ans à mener des poursuites devant les tribunaux militaires, à conseiller des commandants sur le terrain et à travailler pendant 8 ans sur le théâtre européen depuis un commandement régional. J'ai plaidé des dossiers dans 4 pays différents, j'ai poursuivi des crimes de guerre, des fraudes financières massives et des fautes graves que je ne suis pas autorisé à évoquer publiquement. J'ai contre-interrogé des témoins entraînés à résister au interrogatoire et j'ai argumenté devant des juges qui avaient tout vu et que plus rien n'impressionnait. J'ai pris ma retraite à 56 ans pour revenir dans la maison de maître au bord de la Loire que François et moi avions achetée ensemble. J'ai passé 5 ans à être l'épouse de François, la mère de Léa. Une femme qui cuisinait le dîner et lisait des romans sur la terrasse, laissant reposer cette partie de son cerveau qui ne vivait que pour les salles d'audience. François est tombé malade au printemps de ce qui allait être sa
Dernière année, un cancer du pancréas diagnostiqué trop tard. Traité agressivement mais sans succès, il est décédé 11 mois après le diagnostic à l'âge de 64 ans, ce qu'il a laissé derrière lui, légalement et délibérément, c'était la maison à mon seul nom, cette décision, documentée, notariée et exécutée 8 mois avant sa mort. À une époque où François Lefebvre était parfaitement lucide et ne prenait qu'un léger traitement antinauséeux. N'était pas la décision d'un homme manipulé. C'était la décision d'un homme qui avait observé la relation de sa mère avec l'argent pendant 64 ans. Et qui savait exactement ce qu'elle ferait une fois qu'il ne serait plus là, il avait raison sur toute la ligne. Je dois vous parler d'Evelyne de Beaumont avant de continuer car le contexte est primordial, et Evelyne sans contexte n'est qu'une méchante de caricature, Evelyne, qui n'avait jamais pris le nom du père de François par pur orgueil aristocratique, était la fille d'une vieille fortune. Et la mère de vieux griefs, elle avait été magnifique dans sa jeunesse, redoutable à l'âge mûr, et était arrivée à la fin de la soixantaine avec une énergie concentrée sur un seul but, la protection et l'expansion de ce qu'elle considérait comme le patrimoine des Beaumont. Cette maison de Loire était là. Propriété originelle de sa famille. Son grand-père l'avait bâtie dans les années 40, elle était passée par 2 générations pour finir chez François, le dernier de la lignée. François avait racheté les parts de ses tantes au milieu des années 90, devenant, après notre mariage, le seul propriétaire avec moi. Evelyne ne l'avait jamais accepté, elle l'avait accepté juridiquement car elle n'avait pas le choix, mais elle nourrissait cette rancœur tenace des femmes qui croient que les biens familiaux n'appartiennent qu'à ceux qu'elles définissent comme faisant partie de la famille. Ce qui m'excluait. D'office, dès notre premier dîner en 1994, elle m'avait regardé comme une concurrente plutôt que comme une personne. J'étais trop âgée quand j'ai épousé François, j'étais trop indépendante, j'avais une carrière qu'elle trouvait vaguement menaçante sans pouvoir dire pourquoi. Je n'avais pas besoin de l'argent de François, ce qu'elle détestait par-dessus tout car une femme qui n'a pas besoin d'argent est une femme dont l'attachement à un homme ne peut pas être contrôlé par les finances. Elle m'avait traité de croqueuse de diamants lors de notre premier Noël en famille. Une remarque destinée à une tante que je n'étais pas censé entendre, mais je l'ai entendue. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement classé l'information, classé les choses et ma spécialité, au fil de 9 ans de mariage, d'11 mois de maladie et du poids accumulé de voir François s'éteindre petit à petit. J'ai classé beaucoup de choses concernant Evelyne de Beaumont, les appels téléphoniques à des heures impossibles pour l'épuiser, les visites impromptues qui le laissaient vider de toute énergie pour les jours suivants, les documents qu'elle lui envoyait via son propre avocat durant ces 2 derniers mois pour tenter de transférer la maison dans une SCI familiale avant son décès. Ce que François avait refusé avec une fermeté que je ne lui avais pas connue depuis longtemps. J'avais l'enregistrement de l'une de ces conversations car François l'avait fait lui-même sur son téléphone, étant le fils d'Evelyne. Il savait mieux que quiconque que seule la preuve documentaire comptait pour elle. Garde ça, m'avait-il dit, au cas où, il savait ce qui allait arriver. Les signaux d'alarme avaient leur propre chronologie. Le premier est survenu 6 semaines après le diagnostic quand Evelyne a débarqué avec des papiers de planification successorale qu'elle a posés sur la table de la cuisine pendant que François se reposait, me disant que je devais l'encourager à signer. C'était un transfert de propriété anticipé vers une structure dont elle était la gérante. Quand je lui ai dit que François ne les avait pas vus, elle a répondu que c'était une affaire de famille. Je lui ai rendu les papiers et je l'ai mise dehors. Elle est revenue 2 fois le mois suivant avec des variantes du même discours sur l'héritage et le souhait de son grand-père, et chaque fois elle repartait plus furieuse. Le deuxième signal a été une lettre formelle de son avocat local soulignant l'intérêt historique de la famille pour la propriété et suggérant un transfert volontaire pour éviter des complications futures. C'est cet après-midi-là que François a fait l'enregistrement. Le troisième signal fut l'offre de transaction arrivée 2 semaines après l'enterrement, un montant qui semblait généreux mais ne
représentait que 30% de la valeur réelle de la maison, assortie d'une clause de renonciation à toute action future contre la succession. J'ai analysé ces documents pendant 45 minutes et j'y ai trouvé cette ambiguïté. Délibérée, car dans mon métier, l'ambiguïté n'est jamais accidentelle, j'ai refusé l'offre et le bureau de Vandal m'a appelé le lendemain, me laissant un message vocal menaçant sur le ton de l'entraide. Affirmant que les ressources des Beaumont étaient considérables et que les parties non représentées gagnaient rarement contre des avocats expérimentés, j'ai noté l'heure de l'appel et les termes exacts utilisés, puis je suis allé dans le bureau de François, je me suis assise à son bureau. J'ai ouvert ma chemise cartonnée que je préparais depuis 6 semaines et je l'ai consultée une dernière fois, j'étais prête, j'ai conduit jusqu'au tribunal seul, Léa m'avait proposé de m'accompagner et j'avais accepté, non pas parce que j'avais besoin d'elle, mais parce qu'elle avait besoin de voir ça. Ma fille avait passé 11 mois à voir son père mourir et 2 semaines à voir la femme qui prétendait l'aimer essayer de lui voler son dernier legs, elle devait voir comment cela se terminait. L'équipe d'Evelyne occupait la table des demandeurs avec l'efficacité territoriale de ceux qui arrivent tôt. Pour montrer qu'ils ont déjà gagné, 3 avocats en costume sombre, Vandal au centre, ses 2 associés comme des extensions de sa propre arrogance. Entouré de dossiers embossés et de pièces numérotées, je me suis assise à la table de la défense avec mon unique dossier, maman, ils vont t'écraser, a chuchoté Léa. Depuis la galerie, regarde bien, lui ai-je répondu, l'huissier a appelé à l'ordre et le juge Bernard est entré. C'était un homme de la fin de la soixantaine avec une posture rigide, celle de quelqu'un qui a passé du temps dans des environnements où l'économie de mouvement est une règle. Il avait un air sévère mais honnête, le visage de quelqu'un qui n'a aucune patience pour le spectacle. Il avait servi comme réserviste dans la gendarmerie dans les années 90, une information que je connaissais car je fais mes recherches. Minutieusement, ses yeux ont balayé la salle, notant l'organisation de l'équipe de Vandal, puis ils se sont posés sur moi et se sont arrêtés. Sa posture a changé de quelques millimètres, il s'est redressé, le signe de quelqu'un qui reconnaît un père. Bonjour, mon colonel, a dit le juge Bernard, les mots sont tombés comme une pierre dans un étang calme, tout le monde s'est figé. Le stylo de Vandal a glissé de sa main pour rouler sur la table sans que personne ne bouge pour le rattraper, le sourire satisfait d'Evelyne s'est décomposé. Instantanément, colonel a-t-elle sifflé vers Vandal, mais l'acoustique de la salle ne pardonnait pas les murmures. De quoi parle-t-il? C'est une simple femme au foyer. Bonjour, monsieur le juge, ai-je répondu d'une voix claire, bien que je sois à la retraite depuis 5 ans. Le juge a hoché la tête avec cette chaleur particulière que l'on réserve à un collègue. Direction des affaires juridiques des armées, a-t-il précisé pour la salle? Le colonel Lefebvre était l'un des procureurs les plus redoutables sur le théâtre européen. Il s'est tourné vers Vandal et son expression est devenue glaciale. Vous devriez vous accrocher, maître. Vandal était devenu livide. Il me regardait comme si tout son univers venait de basculer. Il a pourtant récupéré plus vite que je ne l'aurais cru et a ouvert les débats sur l'argument de la capacité juridique, affirmant que François était sous traitement lourd à base de morphine dans ces derniers mois et que cela remettait en question la validité de l'acte de propriété. Monsieur le juge, a dit Vandal en retrouvant sa voix assurée, monsieur Lefebvre recevait des doses thérapeutiques de 40 mg de morphine par jour à la date où l'acte a été enregistré. Nous soutenons qu'un homme dans cet état n'a pas la capacité légale de prendre des décisions concernant un bien immobilier de cette valeur. J'ai alors ouvert mon dossier, pièce A de la défense, ai-je dit. Le silence qui a suivi était total. J'ai déposé une copie certifiée pour le juge. Et une pour Vandal avec la précision d'un métronome, une lettre d'intention notariée signée par François Lefebvre 8 mois avant sa mort, soit 1 an avant le transfert définitif, à une époque où son seul traitement était un antinauséeux léger. Dans cette lettre, François exprime explicitement son intention que je sois la seule propriétaire de la maison à son décès. Il
Détaille son raisonnement et mentionne en page 3 ses inquiétudes concernant les agissements de sa mère vis-à-vis des actifs familiaux. Vandal lisait le document fébrilement tandis qu'Evelyne perdait tout contrôle. C'est un faux, a-t-elle hurlé en se jetant vers moi pour arracher les papiers. Ses ongles ont griffé ma joue, laissant une fine ligne rouge. Le marteau du juge a claqué comme un coup de feu. Encore un éclat de ce genre, Madame de Beaumont, et je vous fais expulser et poursuivre pour outrage. J'ai touché ma joue, sentant la légère brûlure. Vandal a demandé une suspension d'audience, mais le juge a refusé, ordonnant que la séance continue. Je me suis alors tourné vers Evelyne. Non pas vers ses avocats qui ne faisaient que leur métier, mais vers elle, la mère qui avait traité la mort de son fils comme une transaction financière. Je t'ai interdit l'accès à la maison les derniers mois, ai-je dit, mais ce n'était pas ma décision. J'ai posé le petit enregistreur numérique sur la table et j'ai appuyé sur lecture. On a d'abord entendu une respiration lourde, celle d'un homme qui épuise ses dernières forces pour rester droit, puis la voix d'Evelyne, claire et menaçante, datant d'un jeudi après-midi. 9 mois plus tôt. Tu signes ces papiers aujourd'hui ou je te jure devant Dieu que je ferai de sa vie un enfer. Je transformerai ce qu'il reste de ton mariage en cauchemar. Puis la voix de François, faible mais déterminée. Maman, arrête, je t'en prie, tu ne penses qu'à l'argent. J'ai mis du temps à le comprendre et je suis désolé. Si tu ne laisses pas Marguerite tranquille, je ne veux plus te voir avant de mourir. Je veux mourir en paix. L'enregistrement s'est arrêté et personne n'a bougé dans la salle, pas même l'huissier. Evelyne avait le visage caché dans ses mains. Son tailleur de luxe ne ressemblait plus qu'à un chiffon sur une femme qui venait d'entendre son fils lui dire qu'il ne voulait plus la voir. Je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement la fin d'un processus nécessaire et une immense tristesse pour ce gâchis. 9 ans d'efforts. Pour une femme qu'il fallait gérer plutôt que connaître. Le marteau est tombé. Une dernière fois, demande rejetée, a déclaré le juge, ordonnant à la partie adverse de payer tous les frais de justice. Il a regardé Evelyne et a ajouté que s'il la revoyait un jour dans son tribunal, il l'incarcérerait sur le champ. Puis il m'a salué. Merci pour votre service, mon colonel. Léa m'a serré dans ses bras en pleurant. Libéré d'un poids immense, Vandal ramassait ses dossiers sans me regarder. Ce que j'ai respecté, Evelyne était toujours là. Brisée, j'aurais pu dire un mot cinglant pour conclure, mais je n'ai rien dit. François avait déjà tout dit. Les frais de justice qu'elle a dû payer s'élevaient à 34 800 €. J'en ai donné 30 000. À la recherche contre le cancer au nom de François. La maison est à moi. Elle l'a toujours été, légalement, moralement et selon la volonté d'un homme qui savait exactement ce qu'il faisait lorsqu'il a signé cet acte devant la notaire du village qui a témoigné de sa parfaite lucidité. François savait ce qu'il faisait. Il l'a toujours su.